Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, je pose mon casque, je m'installe bien. Hop. Là, vous voyez un petit peu le sujet du stream du jour. Donc je vais dessiner évidemment, hein. L'idée c'est quand même de dessiner autour de tout ça. Je vais discuter un petit peu de ce sujet-là qui a été suggéré sur Discord. Tac. Donc je vais revenir un petit peu sur Discord. Donc du coup là il y a quelques sujets qui ont été donnés dans le salon stream du lundi. Donc s'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo, dans un prochain stream, bah, n'hésitez pas à poster d'autres sujets dans stream du lundi sur le Discord. Je vais vous donner le lien du Discord pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Je vais le redonner plusieurs fois dans le fur et à mesure de la progression du stream. Hop. Donc dans le chat, je vous mets l'adresse du Discord pour ceux qui ne seraient pas déjà dessus. Et donc on va traiter de cette question aujourd'hui. Là, je vais faire une petite intro d'abord. Salut la foule à toile, salut à Camel Rouge, salut Chine. J'espère que vous allez bien. Alors ça approche des fêtes de Noël, ça avance doucement, doucement. Donc on va parler un petit peu de ce sujet, de l'inspiration. Et donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir au fur et à mesure de ce que je dis. Si vous avez des questions supplémentaires, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir ou quoi, bah il n'y a pas de problème, quoi. Essayez de réagir au fur et à mesure. Et puis, dernière petite précision, sur le salon stream du lundi, il y a aussi la possibilité de poster vos images. Et si vous voulez un retour dessus, bah, à partir de 15h, là, je ferai des retours sur les images qui ont été postées. Donc là, il y a l'œuf ou la toile qui a posté déjà cette image-ci, donc je reviendrai au moins sur celle-là, c'est sûr. Et puis après, bah, sur celles qui ont été postées d'ici la fin du stream. On va profiter-en, parce que c'est les seuls moments où je propose ce genre de choses. Gratuitement, normalement, c'est des choses que je propose via des tickets sur le site de l'artiste autodidacte, donc artisteautodidacte.com. Donc voilà, profitez-en. Là, je vais faire des petits retours, hein. Je fais pas des retours très très complets non plus, mais quelque chose qui permet d'avancer juste un petit cran au-dessus pour la fois d'après. Alors, donc on va reprendre la question qui nous occupe aujourd'hui. Donc, comment trouver l'inspiration? Alors pour moi, c'est une question qui est assez vaste. Déjà, ça dépend un petit peu du domaine sur le qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait. Comment trouver de l'inspiration, c'est une chose, mais trouver de l'inspiration pour faire quoi? Parce qu'en fait, on va pas forcément chercher l'inspiration au même endroit suivant les domaines qu'on veut traiter en fait. Par exemple, quand on cherche de l'inspiration juste pour un design, si on a, ça dépend si c'est de l'inspiration pour commencer, juste pour avoir une idée de quelque chose à designer, ou si c'est trouver de l'inspiration pour un design particulier. Si on cherche un design de quelque chose, là imaginons, je sais pas, je dois designer, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas, une nouvelle espèce d'insecte, vous voyez, hein, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher certainement des animaux ou des trucs comme ça sur Pinterest. C'est trouver l'inspiration pour savoir comment trouver une idée pour commencer quelque chose. Bah là, du coup, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une BD ou quelque chose de narratif en règle générale, ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer de choses qui vous sont déjà arrivées en fait. De revenir dans votre passé, récent ou lointain, et de réfléchir à comment vous pouvez tourner ce truc-là de manière intéressante. Donc peut-être pas avec les mêmes personnages, peut-être pas avec vous vraiment. L'idée, c'est pas forcément de faire de l'autobiographie. Mais par exemple, je sais pas, vous pouvez imaginer un moment où vous avez eu de honte, par exemple, et retranscrire un peu la scène et trouver comment amplifier ça d'une manière ou d'une autre pour que ça soit plus intéressant encore à voir ou à lire. C'est une chose qui est possible. Après, si vous voulez juste faire une illustration indépendante, vous pouvez peut-être chercher sur. Alors moi, les trucs que je cherche assez souvent, enfin, sur lesquels je cherche en permanence, et donc qui sont mes sources de référence en général, qui me donnent de l'inspiration et de l'envie de dessiner et de peindre. Alors il y en a deux sortes. Il y a les endroits où bah, je vais trouver des œuvres. Donc souvent c'est Instagram, ArtStation. Globalement, c'est les deux canaux principaux où je trouve les deux canaux principaux pardon où je trouve des œuvres. Instagram principalement. ArtStation, j'y vais plus beaucoup pour le coup. Mais sur Insta, je suis plein de gens. Donc du coup, si je vais dessus, je vais forcément trouver des gens qui font des trucs intéressants. Et ça va me donner envie de dessiner et de peindre en règle générale. Et en général, ce qui va faire que on est un peu bloqué dans un domaine qu'on sait plus trop quoi dessiner ou quoi, c'est souvent quand on s'est arrêté pendant un moment
Et du coup, on va perdre un petit peu le motif et l'entraînement en fait qu'on va avoir. Et cet effet d'entraînement, cet effet d'accumulation, va vraiment être quelque chose qui va nous pousser à continuer à produire, à dessiner, à avancer. Et en fait, quand on est encore dans ce mouvement-là, c'est pas trop compliqué parce qu'en général, on va rebondir d'une idée à une autre. Le problème, c'est quand on s'est arrêté pendant un moment, c'est plus difficile de recommencer. Et donc, c'est là où il faut relancer la machine. Et pour moi, relancer la machine en regardant des œuvres d'autres gens, c'est toujours une bonne idée. Enfin, c'est très souvent une bonne idée. Et puis après, sinon, deuxième ressource que je peux avoir, donc là, je vais déjà mettre ça de côté. C'est que j'y reviendrai peut-être après. Et donc, ma deuxième ressource, c'est Pinterest, qui est là bah, en général plutôt pour trouver des références et pour trouver des sujets, juste des sujets intéressants. Globalement, c'est quelque chose qui a été forgé. En plus, bon, le Pinterest, l'intérêt, c'est que ça se forge petit à petit. Donc là, oui, certains sujets d'intérêt, il y a de l'anatomie, de la gestuelle, il y a des persos, là, en l'occurrence, c'est Marco Bucci, mais des persos peints avec pas mal de couleurs, des sculptures, des vêtements un peu larges, des animaux. Et tous ces trucs-là, c'est des choses que j'ai déjà recherchées à un moment ou à un autre. Et donc, du coup, Pinterest m'en propose d'autres. Et si je vais essayer de les chercher à un autre moment, c'est certainement que c'est des sujets qui m'intéressent et que du coup, si je vais pouvoir trouver bah, des nouvelles idées de choses qui seraient intéressantes à produire en fait. Et donc du coup, il faut continuer, enfin, ce genre de truc, ça, je trouve que c'est très très bien pour relancer la machine. Et après, normalement, en fait, il faut aussi garder une même motivation, un même chemin en permanence. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être dans une dynamique déjà, ça va vraiment vous pousser potentiellement à trouver de nouvelles idées. Par exemple, là, vous avez vu ce que je faisais dans les streams précédents avec l'univers de Metrium là. Et ben en fait, c'est quelque chose que je fais un peu constamment, que j'ai toujours un petit peu en tête. Et ce que je vais faire dans cet univers-là, c'est que je vais toujours faire passer des choses réelles qui existent déjà, ou qui existent déjà, ou que j'ai vécu, ou que j'ai vu, ou des idées qui peuvent me venir, et je vais essayer de les transférer dans cet univers-là. Du coup, cette combinaison, le fait d'avoir un univers dans lequel par lequel on va filtrer certaines idées, et ben du coup, ça me donne des nouvelles idées, des trucs sur lesquels travailler. Donc je reviens là sur là où j'en étais la dernière fois. J'en étais où? Là, on était là-dessus. Je définissais vraiment le Mitrium en lui-même, quelles sont les capacités que ça procure, etc., etc. Et là, je peux continuer à réfléchir à partir de ça. Alors, en fait, j'ai déjà un début de quelque chose, et donc, du coup, je peux élaborer à partir de ça. Je peux prendre chaque idée qui avait déjà été développée un petit peu et la creuser plus pour développer l'univers et pour essayer d'aller plus loin. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre quelque chose qui a rien à voir et me dire, bah, une idée qui n'a rien à voir et me dire, bah, ça, comment ça serait dans Mitrium, en fait. Par exemple, je sais pas, là, sur Pinterest, je vous montre qu'est-ce que je peux trouver là comme idée. Là, je vois il y a des gens qui font de la boxe, donc je pourrais imaginer la lutte, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a des sports de lutte, par exemple, dans Mitrium, alors que c'est un univers où on a à la fois des gobelins, des ogres qui existent. Donc on a des créatures très très grosses et des créatures très petites. Comment ils pourraient lutter et qu'est-ce qui pourrait être autorisé dans ce genre de cadre? Est-ce que c'est toujours par catégorie de poids, un peu comme dans la réalité? Et puis après, il y a peut-être des règles spéciales. On va avoir un terrain peut-être un peu plus intéressant, ou un truc comme ça qui pourrait être cool à designer. Après, il y a aussi bah, des trucs du genre, là je vois qu'il y a des armures, je vois qu'il y a des animaux, je vois des sortes alors je vais vous montrer ça par exemple. Hop. J'ai ce truc-là, par exemple, je me dis, c'est quelque chose qui pourrait m'inspirer pour quelque chose qui se passerait dans Mitrium. Alors, ça sera pas tout à fait la même technologie, parce que ils vont fonctionner avec des choses qui sont plus proches des machines à vapeur, globalement. Mais donc, on a quand même un truc qui est intéressant avec ce genre de design, et j'avais déjà fait un gars qui avait une sorte de lance-flamme sur le dos. On pourrait imaginer le faire évoluer un peu, et peut-être même faire tout un groupe. C'est ça que je trouve assez cool en général, essayer de développer quelque chose qui soit pas juste un one-off, c'est-à-dire juste un truc qui va être utilisé une seule fois, mais là voir comment on pourrait l'utiliser pour un groupe armé par exemple, ou un groupe de défense, ou je sais pas quoi. Ou peut-être que ça c'est pas on pourrait imaginer que c'est un truc pour du lance-flamme, on pourrait imaginer que c'est un truc pour respirer, pour du gaz. Donc ça pourrait être le cas aussi. Ça pourrait aller avec le gars que j'avais designé une fois là, qui vivait
les plateaux acides, ça pourrait être intéressant aussi. Vous voyez là d'ailleurs il y a des costumes qui sont un peu type western là. Je pense qu'ils me proposent ça aussi parce que j'ai fait pas mal de recherches de western, donc ils combinent un petit peu les différents trucs que j'ai pu apprécier. Donc voilà, tout ça pour dire que ça donne des idées un peu cool. Et oui, c'est comme ça que je trouve l'inspiration. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin. Il faut juste bien se creuser la tête et avoir l'esprit qui rebondit d'une idée à une autre. Alors après ça, du coup, si vous n'avez pas cet esprit-là, bah, c'est sûrement plus difficile pour vous de trouver de l'inspiration. Mais globalement, ça reste toujours une bonne chose d'essayer de rebondir de quelque chose que vous avez déjà un petit peu fait auparavant, quelque chose qui vous tient un peu à cœur, quoi. Si vous avez un sujet, par exemple, que vous voudriez vraiment traiter, vous pouvez aussi tourner autour de ce sujet-là. Ou un type de langage de forme qui vous parle particulièrement, ou ce genre de truc. La personne qui a posé la question, là, c'est Dr. Namson, je crois, qui avait de ce que je me souviens, donc des préoccupations et des types de styles graphiques très particuliers à développer. Et donc pour l'inspiration, bah, faut repartir de franchises qui utilisent un petit peu ce genre de style. Et encore une fois, aller sur Pinterest, chercher des trucs, et on va trouver bah, Pinterest ou Google ou ce que vous voulez, hein. Et ça va aider, je trouve, à trouver de l'inspiration. Mais partir de visuels, je trouve que c'est intéressant parce que juste les mots, ça peut être utile, mais c'est pas toujours c'est pas toujours ce qui va donner les idées les plus originales. Parce que quand on nous dit un mot, on a déjà un peu des idées en tête sur à quoi doit ressembler le truc sur lequel on a donné un mot. Par exemple, si je vous dis, je sais pas, armure, vous avez peut-être déjà une idée d'une armure ou un mur de pierre. Vous avez peut-être une idée de ce que c'est qu'un mur de pierre. Et vous avez peut-être du mal mentalement à imaginer autre chose que ce que vous avez déjà vu. Alors que si vous allez sur Pinterest ou d'autres moteurs comme ça qui vont vous sortir des images un peu aléatoires, mais dans un cadre, eh ben, ça va vous permettre d'avoir des nouvelles idées visuelles, d'enrichir votre librairie visuelle sur le sujet en question. Donc l'inspiration, ça peut venir de là. Alors après, tout le défi, c'est de ne pas tomber dans le travers de copier. De ne pas être juste dans une copie servile, mais de trouver des nouvelles choses qui peuvent fonctionner grâce à ça. Hop, là, je vois des trucs comme ça, par exemple, en cherchant ici. C'est vrai que j'ai trouvé ça. Et après, si vous cherchez de l'inspiration juste parce que vous savez pas quoi dessiner, mais genre vous êtes relativement débutant et vous savez pas quoi dessiner, pour l'instant, enfin, quand vous êtes vraiment débutant, tout peut convenir en fait. N'importe quoi peut être intéressant à dessiner quand on est vraiment débutant parce que le but c'est de commencer par l'observation pure. Après, on va commencer à déconstruire en volume. Après, on va essayer de commencer à extrapoler un petit peu à partir de ce qu'on a observé, ce qu'on a déconstruit. On va essayer de comprendre vraiment le monde en profondeur pour pouvoir le représenter et inventer de nouvelles choses. C'est d'ailleurs tout le programme que je suis hein, sur le site de l'artiste autodidacte. Si vous voulez, je peux vous faire un petit point rapide dessus. Salut Dr. Namson, bah du coup voilà, je parlais de toi justement et de ta question du coup, puisque la question que je traite aujourd'hui là, c'est la fameuse comment trouver l'inspiration. Donc c'est ce que tu avais posé comme question. Et du coup bah ça là, ça c'est un des trucs, je vais prendre la référence là, puisque je pense que je vais m'en servir certainement pour juste un exemple là de prothèse. Et je pense que puisque là ça aide le Mitrium, ça aide à la connexion nerveuse. Ça va combiner l'organique et le mécanique en profondeur. Et du coup, ça, je trouve que ça peut être pas mal d'avoir ce genre de référence. Je vais souvent mettre des références comme ça au milieu de mes croquis de recherche. Mes planches de recherche en général, elles deviennent assez foutraques assez vite. Et j'essaie juste de faire en sorte que ça soit récupérable. Globalement, que j'ai des calques pour pas mal de choses, que mes traits ne chevauchent pas trop pour que je puisse récupérer si jamais j'ai besoin, soit pour finir, pour faire un dessin complet d'un truc, soit pour potentiellement mettre ça dans un bouquin si jamais ça devient un bouquin un jour. Voilà. Euh, et donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler, oui, de ce que c'était, du fait que ce que je conseillais là comme suite d'étapes. C'est un peu ce qu'on fait sur le site de l'artiste autodidacte. Je vais d'ailleurs vous parler rapidement du site de l'artiste autodidacte parce que en ce moment il y a une promo et je vais en parler dans une vidéo qui sortira cette semaine, hein. Je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus.
mais je veux déjà en parler un petit peu. Il y a moins 20% sur les abonnements annuels, pardon. Hop, pour toute l'année prochaine, là. Donc là, ça dure encore pendant 20 jours, donc c'est jusqu'au 6 janvier. Vous avez 20% sur les abonnements annuels, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. L'abonnement, du coup, là, on a un abonnement introduction à 152 euros et on a un abonnement premium à 312 euros. Donc, l'abonnement introduction, vous avez tous les cours fondamentaux. Donc, je vais sûrement le renommer d'ailleurs en abonnement fondamentaux. Je pense que ce sera plus clair. Hop, ça c'est le truc. Donc voilà, les ateliers fondamentaux, c'est ceux où on développe justement la méthode dont je viens de parler. Donc il y a les cours de dessin, les cours de personnage et les cours de peinture. Et on a donc les cours de dessin d'observation. Puis après on passe au volume simple, on passe à l'étude de sujet. Et on développe comme ça les compétences de dessin. Et à partir du moment où vous avez appris tout ce qu'il y a dans les cours fondamentaux, là, avec l'étude de n'importe quel sujet, normalement vous devez être autonome sur le fait de travailler sur n'importe quoi. Et on ne doit pas pouvoir vous prendre au dépourvu. Si vous avez du temps, si vous avez une semaine devant vous, vous pouvez vous approprier n'importe quel sujet. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est super puissant après. Parce qu'il n'y a plus aucun sujet qui vous fait peur. Et après, petit à petit, au fur et à mesure que vous étudiez des sujets, bah, vous enrichissez votre librairie visuelle et vous êtes capable d'utiliser des sujets très variés d'imagination. Donc voilà, ça c'est tout ce que promet le programme fondamentaux. Donc après, la même chose avec les personnages. Observation, construction du corps, base anatomique, et donc pas mal de gestuels et de mouvements pour le coup là-dedans, parce que en particulier dans l'observation du corps. Pardon. Mais même dans les bases d'anatomie, j'essaye de reparler un petit peu de comment rendre les gestes dynamiques. Comment faire de l'anatomie dynamique et pas forcément de l'anatomie ultra figée, pas de l'anatomie médicale, quoi. C'est vraiment important. Et pour la peinture, pareil, on passe par l'observation d'abord, ensuite on va avoir de la peinture de volume et peindre les matériaux. Donc ça, tout ça c'est dans les fondamentaux. Et après, donc ça c'est valable pour tous les cours qui sont là, c'est de l'abonnement introduction qui s'appelle introduction actuellement, qui va s'appeler fondamentaux par la suite. Donc qui est à 152 euros pour l'année. Et après on a les ateliers avancés. Hop, donc on continue les cours de dessin, on continue les cours de personnage, on continue les cours de peinture. Ça, c'est des gros changements qu'il va y avoir pour le 2025. Avant, il y avait des cours qui étaient différents. C'était cours de design compo et narration. Et en fait, je me suis rendu compte que on arrivait trop vite dans de la spécialisation. Et que je voulais rester sur ces cours qui sont vraiment la base, le socle commun pour tous les artistes. Je voulais vraiment rester sur des choses qui allaient être assez générales. Donc, je continue les cours de dessin pour approfondir. Donc là, on va vraiment jusqu'à l'imagination pure et la construction, le développement d'univers, en gros, quoi. En personnage, on va aller jusqu'à du chara design et de la gestuelle et tout ça, avec des personnages d'imagination, vraiment faire des personnages vivants, quoi. Et en peinture, on va aller jusqu'à travailler l'éclairage, et vous voyez, on passe par la stylisation en peinture, de la composition et de l'éclairage. Donc voilà, on est vraiment sur un truc qui va être assez complet. Normalement, au bout de ces 2 fois 9 cours là, vous devez être vraiment bien au niveau de tout ce qu'il y a à savoir au niveau du dessin. Et pour le coup, je vous conseille de faire ça en 1 ou 2 ans, de suivre tout le programme. Et là, par contre, les ateliers avancés ainsi que les ateliers hors série, c'est des choses qui sont valables qu'avec l'abonnement premium. Donc voilà, les abonnements, comme je disais, il y en a 2 types. Il y a les abonnements sur les fondamentaux et l'abonnement premium. Donc c'est soit 19 euros, soit 39. Et puis pour l'année, c'est soit 152, soit 312. Mais donc du coup, là, c'est une grosse réduction qu'il y a. Parce que déjà, il y a une grosse réduction avec 2 mois gratuits quand on prend 1 an d'abonnement. Et là, en plus, il y a 20% de réduction supplémentaire. Donc c'est vraiment la plus grosse réduction que j'ai jamais faite sur l'artiste autodidacte. Et il y a un deuxième cadeau bonus pour ceux qui voudraient suivre les cours fondamentaux cette année, pendant toute l'année, donc du coup là jusqu'à novembre. Si vous suivez les cours en direct, donc c'est-à-dire en janvier là, vous voyez là à chaque fois c'est écrit janvier 2025 c'est ce cours-là, février 2025 c'est ce cours-là, etc. Donc si vous les suivez en même temps que moi je les retravaille, parce que là l'idée c'est aussi que je fasse une deuxième passe dessus, que je les améliore, parce que les gens qui ont suivi la première année l'année dernière ont bien progressé, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Donc je vais faire une amélioration nette des cours. Et donc ceux qui suivent en direct auront droit à une correction. Et donc la correction sur leur travail, sur les exercices qu'ils produiront,
Ça se passe sur le Discord. Et là, on a ça actuellement, là, déjà sur le Discord, là, tous les ateliers fondamentaux, ça, c'est tout ce qui s'est fait l'année dernière. Et donc, je rouvrirai ça. Et donc, vous pourrez poster votre travail en direct. Moi, je ferai des retours une fois par semaine sur le travail de tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc, s'il y a beaucoup de monde, ce sera sûrement des choses qui seront un peu plus rapides. Mais en tout cas, voilà, je passerai un peu sur le boulot de chacun, histoire de vous expliquer comment progresser mieux. Et je pense qu'il y a pas mal de monde sur le site qui peut témoigner du fait que c'est vraiment un bonus important d'avoir les retours de quelqu'un, quoi. Donc voilà, c'est vraiment super important. Enfin, c'est vraiment super important. C'est vraiment la promo. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra pas pour le coup. Là, ce truc-là d'avoir les retours gratuits, c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Enfin, les retours inclus dans l'abonnement de base, c'est quelque chose qui ne reviendra pas du tout. Voilà, donc c'est la seule fois où vous pouvez profiter de ça. Donc si vous voulez apprendre le dessin, c'est vraiment le moment ou jamais l'année prochaine. En vous abonnant, du coup, vous aurez pour 152 euros 12 mois de cours, plus les retours sur vos exercices chaque semaine. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de vraiment idéal pour ceux qui voudraient se lancer dans le dessin. Et c'est quelque chose qui ne reviendra pas après, ça, je le redonnerai accessible à partir de l'année prochaine, enfin l'année prochaine à partir de 2026. Je redonnerai ça accessible, mais par contre, ce sera dans un abonnement à 90 euros par mois, histoire que ça soit beaucoup plus rentable pour moi. Là, en l'occurrence, c'est pour lancer les choses et pour qu'il y ait déjà des retours vidéo qui soient disponibles pour un peu tout le monde. Donc, je veux avoir ce truc-là et en même temps, bah, vous, ça rend service à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer 90 euros de cours par mois, quoi. Voilà. Alors, je vais répondre aux questions parce que là, je vois qu'il y a Galou du 33 qui dit bien bonjour, tu ne parles pas des fondamentaux de la perspective. Euh, là, déjà bonjour, salut. Et alors, si en fait, je parle quasiment que de ça. C'est juste que j'en parle pas, j'ai pas un cours qui s'appelle perspective. Mais en fait, on parle tout le temps, on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps de la perspective quand on dessine. Donc au début, on va faire de la perspective qui va être un peu consciente. On va vraiment réfléchir, les points de fuite où ils sont, etc. Et petit à petit, ça va être des choses qui vont être de plus en plus intégrées. Mais il n'y a pas des cours de perspective en tant que tel. Il y a des bases de perspective qui sont données. Et après, on va avoir de la perspective beaucoup plus intuitive. Pour que ça soit quelque chose qui soit vraiment, qui s'intègre petit à petit dans la manière de penser. Et puis après, dans les cours hors série, je donnerai des exercices supplémentaires de perspective pour ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet. Mais globalement, à partir de dessins d'observation, mais enfin surtout à partir de volumes simples, on ne parle que de perspective quasiment dans les cours. Enfin, on parle pas que de perspective, hein, pardon, mais on utilise tout le temps la perspective dans tous les cours de dessin. Entre le cours de dessin B, là, l'atelier de dessin B, et le dernier, quoi, le F. On parle de perspective à chaque fois, quoi. Et on revient dessus tout le temps. Donc si j'en parle, c'est juste que c'est pas juste un cours comme ça, quoi. Euh, alors, Galou dit, car moi, ce qui m'intéresse, c'est la perspective de paysage. Alors, de paysage non. Tu veux dire de paysage organique ou inorganique? C'est-à-dire, tu veux plutôt peindre enfin, dessiner ou peindre des forêts, des montagnes, des lacs, des trucs comme ça, ou tu veux plutôt faire des villes, des rues, des bâtiments, enfin voilà, ce genre de trucs. Parce que paysage, ça peut avoir aussi ce sens-là. Si tu veux faire juste de l'environnement organique, il y a besoin de perspective organique. Donc ça, c'est un truc qu'on va voir dans le cours de volume simple. Je donne toutes les bases de perspective dans ce cours-là, dans les cours 1 et 2. Alors pour le coup, c'est pas, ce sera vraiment mis à jour en avril. Mais du coup, j'en parlerai vraiment à cet endroit-là. Donc de perspective, qui est de la perspective organique. Donc, quelles sont les règles à respecter pour que, même dans un environnement organique, ça ait l'air de se tenir, en gros, quoi. Et après, bah, comment ça se passe aussi quand c'est dans un environnement plus mécanique, genre une ville, des rues, etc., quoi. Et pour le coup, bah, je conseille vraiment de passer d'abord par l'observation pure, où on va comprendre intuitivement les concepts de la perspective, à part même quand on fait de l'observation, on a toujours un point de vue. Donc, et puis on est dans un monde en 3D, donc on est toujours plongé dans de la perspective. Dans le volume simple, on va vraiment parler de la théorie. On va parler de comment dessiner tous les volumes existants dans tous les sens.
Après, on va faire de l'étude de sujet, donc du coup, on va travailler, tu peux prendre par exemple dans l'étude de sujet des maisons, des bâtiments, des voitures, ce genre de trucs, pour travailler encore une fois la perspective. Et puis après, on va continuer comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à créer un univers complet dans le cours qui est là dans fonction et histoire. On va créer vraiment un univers entier. Donc on va passer par toutes ces étapes-là, et on va continuer à développer la perspective de cette manière-là, quoi. Et du coup, c'est toi que c'est pour faire du concept art d'Enviro, bah du coup, ça va, comme je dis, ça va jusque là, parce que bah ici, on fait vraiment du concept art. Dans fonction et histoire, là, c'est vraiment typiquement du concept art. Là, on en fait c'est globalement du concept art qu'on fait, dans fondamentaux du design. Mais du coup, ces deux-là, c'est vraiment les deux trucs qu'on va faire beaucoup. Et puis après, il y a l'éclairage qui va beaucoup servir aussi, et fondamentaux de la compo aussi, d'ailleurs, pour de l'environnement. C'est des trucs qui sont vraiment pour. En fait, la plupart des cours vont être utiles, à part les cours de personnages. Donc toi, si t'es vraiment intéressé par par le fait de faire du concept art d'environ, ce que tu peux faire, c'est suivre les cours et sauter les cours de personnages à chaque fois. Toi, si vraiment ça t'intéresse pas, tu sautes ça et tu redoubles les cours qu'il va y avoir avant, en fait. Tu redoubles par d'autres dessins d'observation, d'autres peintures, et comme ça, tu développes les compétences d'observation, enfin pas de dessin et de peinture en parallèle. Et tu vas progresser encore plus vite, du coup, sur ce qui va te servir vraiment pour l'environnement. Alors, Akamel Rouge dit trop bien, je vais sûrement refaire l'atelier d'observation du coup. Ok, eh bah cool, pas de soucis. Donc, Dr. Adamson dit enviro, c'est que tu comprends pas le mot enviro. Enviro, c'est environnement. Pardon si j'ai pas bien décrit ce que c'était. C'est bon, un raccourci qu'on utilise tout le temps en fait. Salut Gox, ça va? Ok, Galou du 33, bon bah de toute façon du coup si tu fais pas les cours, c'est gentil pour ta question du coup, parce que bah, du coup ça a permis de régler un petit peu la question pour d'autres, j'imagine, s'il y a d'autres gens qui se posent la question. Mais sinon voilà, pour ceux qui peuvent, bah, vous pouvez suivre les cours de cette manière-là. Ok. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas les moyens, par contre, bah, du coup, vous pouvez continuer à suivre les streams du lundi. Ça, c'est le meilleur moyen pour avoir des infos gratos. Et puis, pour le coup, vous pouvez aussi partager des images sur le stream. Là, directement dans le Discord, dans le stream du lundi. Vous pouvez partager des images ici. Je peux vous faire des retours dessus et donner des conseils pour progresser sur la perspective et autres, hein. Donc, si tu veux faire ça, il n'y a pas de souci aussi. Donc voilà, c'est toi qui vois un peu comment tu veux organiser ça. Mais voilà, c'est le bon moment pour profiter de ce qu'il y a sur l'artiste autodidacte. Pour moi, l'année 2025, là, c'est l'année la plus intéressante pour tout le monde, puisque bah, le fait d'avoir les retours en plus, d'avoir les cours qui vont être refaits là et qui vont être tout nouveau, tout beau, ça va être vraiment nickel, là. Voilà, donc ça c'était le petit point. Je vous ferai, comme je disais, je suis en train de faire une vidéo là qui va sortir dans la semaine pour expliquer tout ça le plus succinctement, le plus clairement possible, avec des images des cours pour donner un petit peu une idée de ce qu'on fait là-dedans. Voilà. Donc sinon, bah, comment trouver l'inspiration, j'espère que j'ai plutôt répondu. Je sais pas si tu as entendu du coup Dalton Hampson là, si ça a bien répondu à ta question sur comment trouver l'inspiration, ou si t'es arrivé un petit peu plus tard du coup. Alors, l'œuf ou la toile? Alors, petite question, je suis en ce moment en train de suivre les cours et je suis surpris par ta mise à jour. J'ai fini les ateliers de dessin A et j'ai commencé les B. Les autres seront-ils encore accessibles ou sont-ils bloqués pour les mises à jour de 2025? Bah alors en fait, la plupart sont encore accessibles, hein. De toute façon, ils sont pas tout ce qui est là, ça va rester tel quel. C'est juste que ça va être juste mis à jour le mois en question, le mois où j'en parle, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui sont pas en train de suivre le truc en direct, hein. Donc du coup, les cours avancés sont déjà présents alors qu'ils seront mis à jour que plus tard. Il y a même des cours qui vont continuer à être faits, qui sont tout neufs là, qui vont arriver en janvier, février, mars pour les cours avancés. Et normalement, à la fin juin, en fait, tous les cours seront là, en fait. Fin juin, tous les cours seront là, c'est juste que bah, il y en aura encore qui seront à retravailler un peu. Mais petit à petit, voilà, ils vont vraiment être tous là. Alors,
Galou du 33 qui dit, mais est-ce qu'on aura accès au retour si on prend les cours au mois? Oui, oui, c'est pareil, si on a, c'est tous les gens qui vont suivre les cours en même temps que je les retouche en fait. L'idée c'est, je vais là dans le Discord, je vais à chaque fois créer un nouveau sujet et puis qui sera lié à un atelier. Et tous ceux qui posteront dans ce sujet-là sur l'atelier en cours, que je serai encore en train de retoucher, et ben je ferai des retours chaque semaine dessus. Quelle que soit la formule d'abonnement qu'ils ont en fait. C'est pas la formule d'abonnement pardon, qui compte, c'est le fait de participer aux ateliers, de faire les cours en même temps que moi, quoi. Pardon. Voilà. Et puis bah du coup, le full à toile, je sais pas trop, oui, je sais pas si tu arrives à les suivre au rythme d'un par semaine, les cours, mais sinon, au pire, on va te rattraper petit à petit, en fait. Après toi, du coup, j'ai l'impression que tu suis pour l'instant plutôt les cours de dessin, t'es pas plus intéressé que ça par les cours de perso et de peinture, si je comprends. Et oui, les retours seront sur le Discord. Ouais. Ouais, ouais, bah comme on a fait là, je peux vous montrer hein, d'ailleurs à quoi ça ressemble. Plutôt dans ce d'après, parce que là, ça va fonctionner plutôt comme les plus récents, là, ceux qui fonctionnent sous forme de forum, là. Donc en gros, il y a un salon comme ça, et bah, chacun poste son boulot dans son propre sujet. Et puis bah moi, quand le jour est venu où je fais des retours, je prends tous les sujets où il y a un nouveau truc qui a été posté, je regarde et je fais des retours, quoi. Je fais des retours en vidéo. Et donc voilà, ça c'est les boulots qui avaient été faits par des avals. Hop, que j'ai déjà corrigé bien évidemment, etc., etc. Donc voilà, chacun avait un peu ses difficultés propres, donc c'est pas mal d'essayer de voir un peu les difficultés de chacun. Et c'est aussi comme ça que je fais évoluer les cours pour le coup. Ce que tous les autres ont fait, ce que les précédents là ont fait l'année dernière, c'est aussi bah, me montrer qu'est-ce qui était plus clair, moins clair, qu'est-ce qui était plus difficile, plus facile. Parce que moi j'ai une idée de ce qui va être plus facile ou plus difficile évidemment. J'ai une sorte de toute une progression pédagogique qui est faite. Mais après, confronté des fois, je peux être surpris en fait où certains sujets sont plus compliqués que j'aurais cru. Et donc du coup, j'ai besoin de réactualiser un petit peu les choses. J'essaie d'avoir des cours comme ça qui s'enrichissent avec le temps et de pas rester statique. Pour moi, le dessin et le métier d'artiste, c'est toujours être en mouvement et c'est un peu pareil pour les cours. Alors là, les choses se structurent de plus en plus. En fait, petit à petit, les cours sont de plus en plus fixes parce que bah, c'est de plus en plus bien finement huilé. Mais il y a encore des petites choses voilà, que je veux ajuster. Là, en l'occurrence, les changements que j'ai faits là, c'est bah, d'enlever les choses qui étaient trop spécialisées parce que j'ai vu que ça concernait pas suffisamment de gens pour pouvoir revenir sur des choses générales, des fondamentaux qui vont être vraiment partagés par tous, quoi. Voilà. Alors, donc le Platouel dit, ça me paraissait plus logique de bosser à fond sur une compétence avant d'avancer sur autre chose, sachant que je prends déjà des cours de peinture tradie en parallèle. Oui, oui, non, mais carrément, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, bah, pour le coup, les cours de peinture tradie, ça dépend un petit peu ce que tu prends comme type de cours de peinture. Le truc, c'est que souvent, d'expérience, les cours de peinture tradie, c'est souvent de l'observation pure. De ce que j'en connais, après, voilà, toi, tu es peut-être dans un cours spécifique où tu fais pas que de l'observation, mais tu fais aussi de l'imagination. Mais c'est vrai que moi, tous les cours que je fais, que ce soit dessin, personnage ou imagination, c'est vraiment pour faire pardon, ou peinture, c'est pour faire de l'imagination. C'est ça le truc qui va relier un peu tous les cours de l'artiste autodidacte, c'est que c'est vraiment pour faire de l'imagination pure. Donc on est plutôt sur de la compréhension de phénomènes, compréhension de la perspective, donc ou du volume, compréhension de la texture, compréhension de la lumière, compréhension des matériaux. Ce truc-là, c'est de la compréhension pure pour pouvoir remettre tout ça un peu, réinjecter tout ça dans du dessin d'imagination par la suite, quoi. Ok, donc ce que tu fais donc la full toile, tu dis, je suis surtout en peinture à l'huile, on apprend à observer puis à styliser. Ok, c'est le cursus suivi aux Beaux-Arts à Moscou en gros. Oui, d'accord, c'est des cours très académiques. Ok, ok, bah du coup, voilà, sache que c'est très différent ce qu'on fait sur l'artiste autodidacte, mais voilà, c'est certainement complémentaire aussi. Le gros problème que j'ai avec les cursus académiques,
c'est que pour ceux qui veulent faire de l'imagination en particulier, qui veulent faire de la BD, du concept art ou de l'illustration, ça peut être pas mal pour les gens qui veulent faire de l'illustration. Mais par contre, pour ceux qui veulent faire de la BD, du concept art, souvent c'est pas forcément ultra adapté. Et en tout cas, ça suffit pas tout seul. Ça peut être un bon renfort en plus pour avoir une des très bonnes compétences d'observation, d'analyse et autres. Mais souvent, il faut quand même en passer par des choses qui sont un peu plus techniques, un peu plus pas techniques dans le sens où l'utilisation du médium, mais techniques dans le sens où bah, justement comprendre le volume dans l'espace, comprendre la direction de lumière et les matériaux et tout ça, quoi. Et pour le coup, c'est un peu observé différemment aussi. Par exemple, quand on observe avec les méthodes que je propose, on observe pour déconstruire, pour comprendre qu'on peut observer un objet dans un sens, mais le dessiner dans un autre sens, parce que bah, on l'a compris suffisamment bien pour pouvoir le dessiner autrement. Voilà, mais encore une fois, les deux sont complémentaires, hein. Y a pas de... Je veux pas vous dire que les cours académiques servent à rien. C'est vraiment très bien, et puis pour le coup, il y a vraiment des œuvres magistrales qui sont faites. Et pour le coup, dans l'académie, le dessin académique euh, qui va se pratiquer dans les Beaux-Arts de Moscou, par exemple, c'est vraiment des trucs extrêmement poussés, techniquement, sur de la technique de peinture qui sont vraiment très fines, des choses qui peuvent être complètement oubliées dans nos écoles des Beaux-Arts actuelles, en fait. En France, au niveau des Beaux-Arts, des écoles des Beaux-Arts, alors peut-être pas toutes, mais on a beaucoup oublié la technique. C'est un petit peu le vrai. On est parti pas mal dans le conceptuel. On a oublié un peu la technique. Ils ont pas fait ce choix-là dans tous les pays pour le coup. Et du coup, bah, voilà, c'est un des trucs qui manque un peu en France aussi, quoi. Et pour le coup, avoir des compétences dans les deux, ça peut toujours être très intéressant. Voilà. Donc du coup, là, comme je disais, je vais peut-être avancer un petit peu là-dessus. Je me dis, tiens, bah, ce truc-là, comment enfin, ça me fait penser à la connexion là qu'il peut y avoir sur les muscles. Ça peut être assez cool de voir comment ça se passe à la jonction entre les deux. Après, je sais qu'en Italie aussi, en Italie, il y a encore des académies qui sont qui sont vraiment techniques, académiques à l'ancienne. Je sais pas si en France, il doit y en avoir aussi, mais peut-être pas dans le public. C'est ça le problème, c'est que ça dépend un peu si on regarde école publique ou privée. En école privée, il doit y avoir des choses, même en France, j'imagine. Je me suis pas suffisamment renseigné là-dessus parce que c'est pas vraiment mon domaine. Mais, euh, mais je sais qu'en Italie, ça existe. Et effectivement, en Europe de l'Est, c'est encore très présent. Ce qui est pas une mauvaise chose, parce que franchement, le déplacement vers le concept et le contemporain, je trouve que enfin, ouais, c'est pas forcément un truc. Enfin bon, après, c'est sûrement une question de goût et autres, mais j'ai quand même l'impression que c'est une grosse partie de bullshit, mais après, c'est c'est encore une fois qu'un avis très subjectif. Et j'ai fait fac d'art plastique, hein, pour le coup, où on est vraiment dans le concept absolu. Alors j'imagine, là en fait, on peut avoir. Donc là, on a les trois muscles principaux du deltoïde, là. Comment ça pourrait se combiner l'un à l'autre? J'imagine qu'il peut y avoir des trucs qui vont être actionnés par les pecs. Et là, pour le coup, si on regarde un peu ça, là, faut regarder un peu comment les mécanismes fonctionnent ici. Alors, évidemment, c'est pas des trucs qui sont censés fonctionner vraiment. Un peu là, c'est du divertissement, hein. C'est pas un vrai bras mécanique qu'on peut greffer sur quelqu'un. Mais on voit que là, du coup, il y a la rotation qui marche à partir de là. Une rotation ici, il y a une autre rotation là, visiblement. Et après, là, on a juste un effet de une cheville, quoi. On a juste la rotation, enfin du pivot, pardon.
Et là, on a une sorte de piston, même si c'est pas vraiment un piston pour le coup. On imagine que ça peut s'étendre et se retirer. Donc là, on a une double articulation ici. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a des tuyaux. Et on peut pas, si on veut retourner complètement le bras ou le retourner beaucoup, bah, les tuyaux vont bloquer au bout d'un moment. Donc vaut mieux qu'on ait une double articulation à cet endroit-là. Par contre, l'articulation, oui, si l'articulation pour monter de cette manière-là, là. Et ouais, pourquoi ça marche plus? Ah, pour savoir. Non, même pas. Ah oui, c'est que je suis sur un calque en mode produit. Ouais. L'articulation pour monter comme ça, là. Hop. Pour moi, là, c'est ici. Du coup, ce serait une double articulation là. Ce qui me paraît étrange. Mais du coup, il y a peut-être un deuxième truc là pour tenir. Donc, je pense qu'on peut lever le bras, mais pas, on peut pas le lever vraiment très haut parce qu'après, il y a les tuyaux qui bloquent ici. Donc, c'est un bras mécanique qui a des limitations. Si on l'utilise comme un bras. Là, en l'occurrence, c'est peut-être même pas un bras tout à fait, hein. Là, je vois que ça peut se fixer comme ça au sol. On peut imaginer que c'est juste une partie d'une machine plus grande en fait. On continuerait par là. Et si je garde un petit peu ce truc-là, on pourrait imaginer il y a une rotation qui se fasse à partir de là aussi. Et donc, on pourrait avoir différents mécanismes qui fonctionnent avec les différents muscles. On a quand même pas mal de muscles qui s'attachent autour du bras. On a des dorsaux là qui vont arriver, on a les deltoïdes évidemment, on a les pecs. Ça peut donner des impulsions dans différentes directions. Alors après, théoriquement, on a d'autres muscles, mais il faudrait qu'il y ait un système de commande qui soit différent par ailleurs là. En tout cas, j'aime bien cette histoire d'articulation, articulation vraiment assez fine ici. Là, ça devient un bloc un peu plus gros. Et ces tuyaux là, ils sont assez cool aussi. Enfin, globalement, ouais, ce bras est assez chouette visuellement. Alors, Full Atwell dit oui, la technique est tombée en désuétude en Europe, oui, ok. Tu as raison, pour certaines parts du contemporain, l'histoire de la banane scotchée en est une bonne illustration. Oui, bah c'est une illustration, mais il y en a quand même pas mal. C'est assez rare que j'aille au frac et que je me prenne des claques. Et j'y suis allé quand même pas mal de fois. Ça fait une sortie, on va dire, mais et après ça arrive, hein, de temps en temps, il y a quand même des trucs esthétiques qui sont vraiment très cool. Mais c'est quand même relativement rare. Et c'est pas forcément des artistes les plus prisés ou les plus chers, pour le coup. Et on peut avoir une autre articulation. Là je sors un peu de ce qu'il y avait vraiment sur le modèle. Il faut aller au salon d'automne au Grand Palais. Ok. Eh ben, je te crois sur parole. Mais, hop. Mais je ferai pas enfin, je ferai pas le déplacement. Moi, je suis vraiment. Hop. Si j'ai l'occasion d'être sur Paris au moment où ça se passe, pourquoi pas, mais je vais pas faire le déplacement spécifiquement pour ça. Hop. Par curiosité, ça pourrait, hein, mais et clairement, c'est sûr qu'il y a des gens qui font des trucs super, hein. Je ne peux pas croire que tout le monde tombe dans ce.
dans ce trip du concept pour le concept avec aucune maîtrise technique de quoi que ce soit. Alors, Dr. Damson demande, est-ce que quand tu pardon, tu penses aux notions de rythme, contraste, etc., ou bien c'est intuitif, ou bien tu checkes lors des itérations? Bah, alors, il y a un petit peu de tout ça. C'est majoritairement intuitif, mais après, quand je passe depuis le thumbnail jusqu'au dessin final, je recheck de temps en temps certains trucs, quoi. C'est souvent ce qui se passe. J'essaie de designer librement d'abord, vraiment sans me préoccuper de rien de technique. Et après, quand je fais la mise au propre, je vais régler un peu des soucis qu'il peut y avoir. C'est ça qui fait, enfin, qui fait avancer le dessin, qui le rend un peu plus clean. La plupart du temps, c'est plutôt juste dès le début en fait. Mais parce que voilà, j'ai l'habitude d'utiliser tous ces concepts-là. Je les ai développés un peu à ma sauce et tout. Mais c'est sûr que au début, surtout, il y a quelques années, je faisais les choses de manière très consciente. Et après, il y a encore des moments où il y a des couacs hein, de temps en temps. Et en général, quand il y a des couacs, c'est vraiment des questions soit de fondamentaux, des trucs qui coincent en volume, parce que bah, à ce moment-là, j'étais préoccupé par autre chose, et donc du coup, j'ai pas réglé un problème de volume. Ou alors parce que bah, il y a un concept du design qui a pas été utilisé correctement, ou parce que pareil, j'étais concentré sur un truc et j'ai oublié cette partie-là ou quoi. Alors, Love Toile dit, cela dit, je trouve que dans les cours que tu donnes, il y a un bon lien avec la technique tradi et les savoirs des peintres classiques, que ce soit la perspective et l'anatomie de ça. Oui, bah c'est sûr, c'est vraiment lié, hein, de toute façon. On n'est pas hors sol hein, dans le divertissement. On s'appuie sur des trucs qui ont été développés pendant des siècles. Et c'est juste qu'on les pousse d'une autre manière, en fait. C'est un peu, on diverge un petit peu. En fait, il y a les techniques qu'on va trouver dans le divertissement et donc dans le dessin d'imagination. C'est beaucoup des trucs qu'on va retrouver à la fois dans de la peinture classique, du dessin classique, à la fois dans du design industriel, et des trucs comme ça, quoi. Quand Dr. Hanson dit, ok, merci. Donc, quand on débute, on pense en même temps aux fondamentaux consciemment, si j'ai bien compris. Oui, bah, en fait, le truc, c'est que au début, on fait tout consciemment. Tu sais, il y a une grille comme ça, là, hop, qui est connue, là, où on a le niveau de conscience et la compétence. Au début, donc là, c'est incompétence. Là, c'est la compétence. Et là, c'est conscient ou inconscient. Donc, inconscient d'abord. Et là, c'est conscient. Au début, quand on commence, on est incompétent sans vraiment le savoir, en fait. On est inconscient, incompétent. Ça, c'est l'étape 1, en gros. Au début, on sait pas qu'on est incompétent. Au bout d'un moment, on observe des trucs et on voit, et même quand on commence à étudier un petit peu, petit à petit, on se rend compte qu'on est incompétent. Donc ça, c'est la deuxième étape. Au moins avoir conscience de son incompétence. Parce qu'au début, on peut avoir l'impression que bah, on peut faire pareil que Kim Jong-un, que ça va pas être si compliqué en fait, parce que lui, il le fait de manière simple. Donc du coup, ça a l'air d'être facile. Ensuite, on se rend compte en essayant que, bah, en fait, non, on sait pas le faire et du coup, on devient incompétent de manière consciente. Ensuite, on va devenir compétent de manière consciente. C'est la troisième étape. Donc, on va prendre des cours et tout ça. Et donc, on va devenir compétent de manière consciente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse mais quand on réfléchit, on arrive à déployer nos compétences. Et la dernière étape, celle qu'on va viser à la fin, c'est euh, d'avoir une compétence qui est tellement ancrée dans notre tête qu'on va on va pouvoir l'exploiter de manière complètement inconsciente, que ça devient de l'intuition en fait.
Mais donc on va suivre ce chemin-là en général. Donc suivant bah, le degré où vous en êtes, bah, du coup il va y avoir des difficultés différentes qui vont apparaître en fait. Au début, faut au moins prendre conscience de son incompétence. Des fois, il y a en mentorat, il y a des gens, mon objectif juste, c'est qu'ils prennent conscience que ça va être plus dur qu'ils croient ou en tout cas qu'il va falloir qu'ils développent leurs compétences d'une manière ou d'une autre. Il y en a du coup qui sont déjà dans la deuxième étape et dans ce cas, bah, ce qu'il faut, c'est vraiment de la théorie et donner vraiment des compétences, acquérir vraiment des compétences. Ensuite, quand on en est là, bah, après c'est vraiment de la pratique. C'est vraiment que par la pratique régulière et le fait de le faire de manière consciente plein de fois, on va devenir finalement compétent. Et en fait, ça vaut pour tout en fait. Quand vous étiez bébé, par exemple, vous saviez pas marcher. Et vous n'aviez pas conscience que vous saviez pas marcher, parce que c'était pas une problématique que vous posiez. Après, petit à petit, vous avez essayé de marcher, vous voyez que vous n'y arriviez pas. Mais donc, du coup, c'était difficile et tout ça. Au début, on commence par ramper, machin et tout. Après, on a un moment où les bébés commencent à se mettre un peu debout et ils commencent à faire des premiers pas, mais ils doivent encore se concentrer vachement pour pouvoir marcher correctement. Et ça dure pendant pas mal d'années, jusqu'à devenir complètement compétent en termes de marche, de manière inconsciente, et être capable de faire autre chose pendant qu'on marche. Et donc maintenant, vous pouvez certainement parler pendant que vous marchez, vous pouvez certainement même euh, envoyer des textos pendant que vous marchez, et ce genre de truc. Donc en fait, c'est vraiment la même chose. Au début, on est obligé d'observer de manière très consciente ce qu'on voit quand on fait du dessin d'observation et de mesurer presque chaque truc pour voir vraiment les angles, les distances, etc. Et petit à petit, en fait, ça va vraiment devenir de plus en plus naturel. Et au bout d'un moment, quand on fait du dessin d'observation, on se concentre plus vraiment sur les proportions, on se concentre plutôt sur la technique, sur bah, quel effet je veux donner, dans quel sens je veux mettre mes hachures, quel est le poids de ligne que je veux utiliser, ce genre de trucs. Mais les proportions, c'est plus un problème. Et en fait, c'est le genre de truc qu'on va répéter tout le temps. Donc, pareil pour le design, du coup, au début, on va avoir le design, on va pas savoir l'utiliser de manière consciente. Donc, du coup, on va faire des erreurs de design et on va les corriger aussitôt. Et on va faire de manière très consciente. On va chercher les proportions idéales, on va chercher des courbes et des trucs comme ça qui vont créer un bon flow, etc., etc. Et petit à petit, ça va devenir complètement naturel. Et on va se poser d'autres questions après qui vont être plus des questions de narration, des questions de langage de forme, des trucs comme ça. Donc il faut vraiment suivre ce cheminement-là. Et c'est pareil au début, tant qu'on a encore besoin, tant qu'on est encore à ce stade-là, disons, conscience, compétence, tant qu'on est dans un de ces deux stades-là, dans certains trucs, c'est difficile d'acquérir d'autres de compétences en plus. Ou en tout cas, c'est vraiment épuisant de tout utiliser. Tu vois, si on a la perspective à penser, en plus de la gestuelle, en plus de l'anatomie, en plus du design, en plus de la couleur et tout ça, si on essaie de tout faire en même temps, on n'y arrive pas en fait. C'est un exemple que j'ai donné il n'y a pas très longtemps là pour quelqu'un qui me demandait si on pouvait designer directement en peinture. Je donne l'exemple d'Anthony Jones qui fait des peintures de personnages complets en 30 minutes. Alors il en fait même pas tout à fait complets, mais il fait des persos qui se tiennent déjà bien en 6 minutes en peinture directe. Et en fait, il y a tellement de trucs qu'il a dans ses compétences inconscientes qu'il peut ne réfléchir qu'au design. Et après, bah, les formes, en tout cas, à ce qu'il veut raconter. Les formes, le fait de faire le rendu en peinture directe, qui est pas évident. Le fait de penser au volume et à la perspective, le fait de penser à la gestuelle, tous ces trucs-là, il le fait de manière inconsciente. Et par contre, il va juste donner le coup de pinceau comme il faut, l'économie de brosse, etc. Enfin, voilà, le fait de maîtriser l'outil aussi. Donc tous ces trucs-là, il le fait de manière inconsciente et il va pouvoir se concentrer que sur quelques trucs de manière consciente. Genre répondre au sujet qui lui a été demandé. Et donc tant qu'on a, enfin voilà, au début, le problème c'est qu'on a trop de trucs avec lesquels jongler quoi. C'est comme si on nous demandait d'apprendre à jongler avec 27 balles. Et du coup, bah, on galère, quoi. Alors que si on apprend d'abord à jongler avec 2, puis après avec 3, puis après avec 4, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et c'est ça que je m'emploie à faire hein, avec l'artiste autodidacte. C'est de développer au moins jusqu'au stade conscient compétent dans tous les domaines. Et puis après, d'essayer d'aller que sur le chemin, il y ait quelques compétences qu'on arrive à mettre au stade du dessus, au stade 4 le plus possible, quoi, histoire de se libérer un peu l'esprit. Parce que mentalement, ça peut être assez épuisant de devoir tout utiliser et de tout utiliser de manière consciente.
Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté, en fait, que bah, sur une illustration complète, il y a énormément de trucs à penser. Et en fait, si on fait les choses par étapes, petit à petit, c'est beaucoup plus facile de récupérer suffisamment de ressources mentales pour aller jusqu'au bout, en fait. Hop, je vais virer ça. Tac. Alors, je regarde parce que là, je vois qu'il y a j'ai un message, ouais, donc du coup, c'est juste hop, quelque chose qui arrive là. Donc là, il vous reste 5 minutes pour poster vos images. Si jamais vous voulez un retour sur le stream, enfin sur vos images pendant le stream, pardon. Et donc sur Discord, je vous remets le lien du Discord pour ceux qui ne l'auraient pas. Hop, tac. Et donc ça, c'est un truc qui est vraiment important à garder en tête. Faut pas se dire aussi qu'on a un problème, genre qu'on n'arrivera jamais à faire tel ou tel truc. En fait, on peut arriver à tout faire, c'est juste qu'il faut y aller vraiment étape par étape. Et petit à petit, à moins vraiment d'avoir des incapacités particulières, je sais pas, alors des choses qui peuvent être juste de l'ordre de comment notre vie est organisée, on n'a juste pas le temps de s'y consacrer suffisamment pour pouvoir apprendre. Ou avoir vraiment des incapacités mentales ou des trucs comme ça, quoi. Ça, j'en sais rien, ou des incapacités physiques. Mais dans les incapacités physiques, à part ce qui touche au cerveau, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir, vraiment juste, à moins d'avoir vraiment pas de possibilité de dessiner, quoi. Il y a juste ça. Et sinon, tout le monde peut progresser en dessin et atteindre un niveau de dessin très correct. Ça, y a pas de souci, quoi. Ça va être plus ou moins délicat après pour atteindre certains objectifs particuliers qu'on peut se fixer avec le dessin. Ça, c'est un deuxième truc qui peut être plus compliqué. Hop, je vais me découper ça un petit peu. Tac. On va essayer de faire en sorte que la silhouette soit un peu plus cool. J'aime bien ce morceau-là aussi, là, qui fait un peu comme ce qu'on va voir sur certaines pièces d'armure. Oups. Il y a des pièces d'armure comme ça où ça protège le coude. Et un peu à distance comme ça. Je trouve ça intéressant. Alors, Samson, tu te dis, je compte faire un buste 3D façon Udon, justement. Alors, tac. Je regarde un petit peu à quoi ça ressemble parce que je l'ai pas en tête. Udon. Donc j'ai ça, c'est bien lui dont tu parles. Donc là, on est sur du classique, bien classique. Ok, ok. Je lui connais pas grand-chose dans Sculpteur pour le coup. Il y a bien un truc, moi j'ai vraiment travaillé la 2D toute ma vie et pas forcément le volume. Donc je connais bien le dessin, le volume en dessin, mais pas forcément la sculpture. C'est un domaine que je maîtrise pas beaucoup. Ok, on va regarder ça. Là, il reste une petite minute, donc bah, ceux qui veulent poster une image, bah, continuez, hein, mais je vais commencer déjà à faire des retours. Alors, il y a le full à toile du coup qui est sur le stream. Donc, je te demandais c'était quoi l'ambiance souhaitée parce que en termes de couleur et
et de peinture, du coup. L'ambiance est pas ultra joyeuse en fait. De loin, comme ça, si on voit que les personnages, il y a un côté joyeux avec les visages des enfants et tout ça. Mais les couleurs sont quand même un peu ternes et pas forcément dans une joie absolue. Donc c'est pour ça que je demandais. Après, je vais peut-être revenir surtout sur le dessin plutôt plus que la peinture. En peinture, juste ce que je dirais, c'est d'éviter d'avoir du gris pour tes couleurs, enfin, pour tes ombres, pardon. Jup. Parce que c'est ça qui ternit vachement ton dessin en fait. Tu vois là ce que tu as là, je pense que ce serait, si tu avais une couleur plutôt qu'un gris pour faire tes ombres, je pense que ce serait vraiment beaucoup plus intéressant. En fait, là, du coup, c'est un peu bizarre la transition qu'il y a en fait là entre l'ombre et la lumière ici. Je trouve que ça change pas beaucoup de teintes non plus, et que c'est des couleurs qui sont un peu ternes, ouais, un petit peu mortes quoi. Donc il faudrait certainement améliorer ça. Je sais pas exactement comment tu as peint ton image. Est-ce que tu as fait que tu fait des différents calques? Si tu as un calque en mode produit par exemple pour faire tes ombres ou un truc comme ça. Mais là, pour l'instant, je trouve que ça marche pas super bien. Et après, t'as des trucs très très bizarres, comme le fait d'avoir une ombre sur tout le tour là. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé de manière incidentelle ou t'as pas fait exprès. Mais tu vois, le fait d'avoir une ombre derrière là, on dirait presque que c'est une ombre portée. Sauf que ça peut pas être une ombre portée parce qu'en fait, il est pas à côté du mur. En fait, il est plus loin du mur que ça. Du coup, voilà, ça fonctionne pas super. Alors, on se dit oui, j'ai voulu faire des reflets froids et ternes. J'ai mis les ombres avec un calque multiply, ok. Donc ouais, après, bah, c'est sûrement la couleur que tu as choisie. T'as peut-être pas mis de couleur dans ton gris que tu as utilisé avec ton mode multiply. Vaut mieux avoir un truc légèrement coloré au moins un petit peu. Ça va vraiment aider à avoir des couleurs qui sont un peu plus vivantes à la fin. Et après, bah, c'est dans le rendu en fait. Il y a pas mal de choses dans le rendu. Je vais pas me concentrer que sur la peinture, parce que sinon ça va prendre. Enfin, c'est pas ça, mais je pense qu'il y a d'autres trucs à voir qui peuvent être peut-être plus utiles actuellement au niveau du dessin en fait. J'essaie toujours de voir ce qui peut être le plus pertinent, le plus utile. Euh, alors là, du coup, bah, en termes de perspective, j'ai l'impression que ça colle plutôt. On a une ligne d'horizon qui est quelque part par là, je dirais. Donc ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on est à peu près une vue humaine. Si on est là, si le point de fuite est là. Je vais regarder un peu à quoi ça ressemble là, normalement. On a un truc qui arrive ici. Ah oui, non, ça arrive plus bas que ça en fait. Ça arrive plus que là en fait. Donc, si on arrive là, le truc qui est très étrange, c'est que donc c'est par rapport à la porte, ça veut dire que notre caméra elle est ici en fait. Donc si on était un humain, on aurait la tête à cette hauteur-là. Donc on serait déjà un petit humain en fait, tu vois. Là, si on prenait un truc comme ça là. Et en fait, lui, il est encore plus petit que ça, parce qu'il est en dessous de la ligne d'horizon. Donc c'est vraiment un très petit médecin. Si je le projette ici, ça veut dire qu'il est grand comme ça, quoi. Tac. Donc il est à peine plus grand que les enfants. On l'a vraiment tout petit en fait. Enfin, c'est des petits gamins quoi. Donc voilà, ça c'est un truc qui est un peu bizarre. Je pense que ton perso il a pas la bonne taille. Donc ça c'est vraiment un truc auquel tu dois faire gaffe parce que c'est vraiment quelque chose qui va créer des incompréhensions dans l'espace. Et du coup là tes personnages ils sont vraiment très petits en fait. Parce que là du coup si on les projette de là, on va vers la ligne d'horizon là comme ça, tac. Tac, ça veut dire que sur la porte, quelqu'un d'assis, il est là en fait. Tu vois, ça fait quand même quelqu'un de vraiment petit. Ou alors, deuxième solution, le sol là est en pente. Mais c'est très bizarre. Ça fait bizarre d'avoir une salle de pause visiblement qui est en pente.
Donc voilà, en termes de perspective, là, il y a un gros couac. Il y a un truc qui colle pas du tout. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et après, sinon, le deuxième truc qui peut être amélioré, je pense, c'est les expressions. Parce que là, du coup, c'est pas du tout raccord en fait avec ce que tu voulais raconter, parce que j'ai compris. Donc lui, il doit être étonné, c'est ça? Il doit être étonné que les enfants arrivent là et qu'ils aient des cheveux qui repoussent, après ce que j'ai compris. Donc c'est des enfants qui ont eu une chimio ou un truc comme ça, et donc qui ont des cheveux qui repoussent. C'est ce que j'ai compris du coup. Et donc du coup là, il a pas l'air tout à fait étonné, il a l'air un peu endormi. Et en fait, à partir du moment où on montre la paupière supérieure et encore plus la paupière inférieure, ça donne l'impression qu'on est endormi. Et du coup là, il a juste l'air shooté en fait, ton médecin. Et plus que d'être étonné. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'il ait les yeux vraiment super juste tout rond quoi. Et je pense que ça aurait mieux marché. Et pas forcément insister autant sur le highlight là, parce que ça casse un petit peu sa direction de regard. Donc tu peux avoir le highlight évidemment, mais peut-être pas aussi présent, peut-être un tout petit peu plus discret quoi. Et là il est en train de regarder par là, donc bien au-dessus de tout le monde. Donc il est pas en train de les regarder en fait. Donc c'est pareil, c'est des trucs qui sont un peu bizarres. Et après, elle, là, du coup, je sais pas trop ce qui lui arrive, mais en tout cas, si tu veux faire quelqu'un qui crache quelque chose, faut vraiment que les joues soient plus bombées par là-bas, en fait. En fait, là, le fait d'avoir la bouche qui va aussi loin que ça donne pas l'impression de quelqu'un qui crache sa boisson. Vraiment que tout s'étire par là, en fait. Donc, faut qu'on ait un mouvement qui soit comme si on poussait sur le visage tout par là, en fait. Donc, on a la joue qui est poussée, on a la bouche qui est poussée, et après, bah, on a la boisson qui sort, quoi. Et là, on a un truc qui est un peu statique aussi. En fait, faut vraiment y aller franco avec plein de traits et puis avoir de la boisson, peut-être juste des particules, peut-être même de la poussière, enfin, que ça soit juste des petites gouttelettes, quoi, tu vois. Et là, elle est en train de regarder par ici. Un peu là, c'est un regard un peu comme un cheval, quoi, parce que on a l'œil sur le côté du visage et, euh, et elle regarde sur le côté aussi. Si elle veut crash, si elle veut devant, là, elle est même pas en train de regarder vraiment les gens, enfin, les petits personnages, petits enfants là. Donc c'est pareil, c'est bizarre. Elle est en train de regarder derrière elle. Et donc toi, j'imagine que ça te sert aussi à faire en sorte que on la voit, on voit ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est bizarre qu'elle regarde encore derrière en fait. Là, toi, elle a l'œil, la pupille là au milieu de l'œil. Ça veut dire qu'elle regarde vers nous. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'elle peut enfin, regarder en bas, regarder en l'air, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, sa pupille va être plutôt sur le côté de l'œil. Et globalement, un œil vu de profil, ça fait plutôt un truc comme ça. Ça va pas être tout rond en fait. Après, en stylisation 2D, des fois, on fait l'œil quand même rond, c'est pas forcément très très grave. C'est pas un gros problème. Et après, là, si elle tourne la tête, ses cheveux, par contre, vont rester un peu là. C'est ce qui va donner l'impression aussi qu'elle tourne la tête. Parce que les cheveux, c'est pas une grosse masse qui va suivre complètement la tête de manière rigide. La base des cheveux va pas bouger et par contre le reste va tourner comme ça. Tu vois un peu l'idée? Voilà. Et après, soit il y a trop d'anatomie, soit il y en a pas assez, en fait, je dirais statistiquement parlant. Tu vois là le petit genou comme ça, là, pourquoi pas? Dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas mettre le mollet. Mais on peut rapidement arriver sur quelque chose qui est un peu dérangeant en termes de physique. Mais c'est toi qui vois, tu peux complètement faire ça. Sinon, tu peux aussi faire un truc du genre avoir vraiment enfin, styliser beaucoup plus et tu te dis bah je vais vraiment faire les trucs droits et pas justement qui vont être plutôt parallèles ou vraiment simplifiés, tu vois, un truc droit, tac, droit, droit, droit. Tu vois, histoire de simplifier un peu et faire un truc un peu plus cartoon.
Là, c'est pareil, toi, tu montres les gencives et tout ça, du coup, on arrive sur quelque chose qui peut être potentiellement un peu désagréable visuellement, mais enfin, c'est pas pour dire que c'est moche, c'est juste pour dire que on va avoir des personnages qui vont pas avoir l'air aussi mignons. C'est ça que je veux dire, tu vois. On a des personnages qui vont avoir l'air un petit peu plus trash, mais c'est complètement faisable, hein. C'est juste une question de qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire un truc plutôt mignon? Est-ce que tu veux faire un truc plutôt un peu dégueu en fait, un peu dégueu ou dérangeant? Du coup là, si on a une épaisseur comme ça, certainement que ça va être coupé là quelque part. Impression sur le reste, pourquoi pas. Hop. Et après, bah attention à pas avoir une vraie structure de visage, mais du coup ça on en reparlera quand tu seras sur les cours personnages, je pense. On sera plus simple. Là, par rapport à ce que tu fais sur les cours de dessin actuellement, je pense qu'il faut vraiment revoir les bases de Perse là pour que ton truc tienne la route en termes de perspective. Alors, donc le catalogue, tu dis, merci Richard pour ton retour. On m'a dit que l'image donnait un rendu entre le glauque et le drôle. Du coup, ce que tu me dis m'aide à comprendre ça. Ok. Bah, du coup, toi, c'était quoi l'idée, toi, que tu voulais? C'était le côté drôle ou le côté glauque? Est-ce que tu voulais qu'il y ait ce côté glauque en plus du côté drôle? C'est ça l'idée. Parce que c'est possible, hein. Enfin, tu vois, ce qu'on fait, comment ça s'appelait là, les animés avec les deux gars qui rigolent tout le temps là, comment ça s'appelait? Il y en avait où on voyait justement leurs gencives tout le temps et des trucs comme ça. C'est des choses qui sont plutôt où c'est volontairement fait pour être un peu trash ou trucs comme ça. Alors, Courage le chien froussard, je sais pas ce que c'est, je vais regarder ça. Hop. Ah oui, si, je vois ce que c'est, ouais, ok. Et du coup, on est plus dans le cartoon encore. Tu vois, en fait, il y a il y a des plus grandes formes, des trucs comme ça, et on va pas forcément voir autant de petits détails qui peuvent donner un côté un peu trash. Mince, il y a des exemples, des contre-exemples de ça, hein. Donc du coup, voilà, je vois un petit peu le genre de truc sur lequel tu voulais aller. Ok, ok. Alors, Monio qui dit, salut Richard, j'ai une question. Mais bah vas-y, vas-y. Voilà, Baby se tête, exactement. Pesto, c'est exactement à eux que je pensais. Ouais. Donc voilà, pour le coup, il y a des détails et des trucs où on a vraiment un côté un peu trash, un peu plus prononcé en fait. Où on a justement ce déséquilibre-là qui est un peu bizarre entre du cartoon, mais en même temps, il y a tous ces cheveux un peu en bataille, on voit ses gencives tout le temps, ils ont des pustules, des machins, des trucs, enfin, qui sont un peu... on voit leurs narines aussi, ce qui est un truc qu'on voit pas si souvent que ça dans des cartoons, vraiment très cartoon. En fait, vous regarderez les détails qu'il y a là, c'est des détails qu'on voit pas très souvent. Il y a très peu de détails, mais par contre, c'est des détails qu'on voit pas souvent dans du cartoon plus mignon, plus grand public, quoi. Et donc là, ça fait un petit peu cet effet-là, pour le coup. Et après, bah, faudra structurer un petit peu mieux les persos, mais ça, on en reparlera plus tard. Ok. Alors, Monio qui dit, je cherche un logiciel gratuit pour faire de l'animation 2D simple. Sur Clip Paint, c'est trop court. Ah, parce qu'on peut pas faire. Bah, en fait, le truc, c'est que je crois pas qu'il y ait tant de logiciels que ça qui te permettent de faire des séquences très très longues d'animation. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En général, tu fais des séquences séparées sur un logiciel, et après, tu fais du montage sur un autre logiciel. Et effectivement, Clip Paint, c'est pas fait pour faire du montage. C'est fait pour faire juste des séquences animées. Et je sais pas, je sais même pas, je savais même pas qu'il y avait une limite de temps du coup. Mais pour faire de l'animation sur un petit peu, sur assez longtemps, il faut faire des séquences. Tu vois, c'est pareil avec un logiciel 3D en fait. Avec un logiciel 3D, tu vas faire une scène, et même pas qu'une pas une scène, en fait, tu vas filmer, tu vas vraiment faire des plans par plan. Et après, tu vas faire le montage qui va mettre tout ensemble. Mais t'as pas un logiciel qui va faire tout d'un coup en fait. C'est ça qu'il faut pas voir, c'est, enfin, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il faut
vas pas avoir un logiciel qui te permet de faire tout ton film d'animation en entier dessus. Alors après, du coup, un logiciel gratuit qui fait de l'animation, j'en connais pas beaucoup qui sont vraiment puissants en fait. Krita, ça permet, alors j'ai pas testé, donc je pourrais pas te dire si ça vaut le coup. Clip Studio, je sais que ça marche, hein. Alors après, je pense pas qu'il y ait de professionnels qui bossent dessus, mais ça a le mérite de marcher. Alors je sais qu'à un moment, il y avait le logiciel des studios Ghibli qui était dispo, je crois. J'ai jamais testé, je t'avouerai. Mais encore une fois, c'est que pour faire une scène ou un plan, quoi. C'est pas pour faire complètement un film entier, quoi. Et ça, après, c'est avec le montage que ça se passe. Et du coup, bah, tu as des choses qui sont faites avec After Effects, tu as des choses qui sont faites avec Premiere, et tu as des choses qui sont faites avec d'autres logiciels de montage. Mais globalement, tu peux faire des trucs qui sont plus complets en fait avec un logiciel de montage. Et donc, oui, effectivement, Blender aussi, tu peux l'utiliser pour faire de la 2D. Mais du coup, pour faire bouger des yeux ou un bras seulement, Clip Paint ne fonctionne pas. C'est assez étrange du coup, parce que c'est normalement, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec Lucio Paint, je sais. Mais alors après, encore une fois, je n'ai pas exploré à fond non plus, hein, c'est pas mon domaine d'animation, plus que ça. Ouais, Palidoro, c'est ça, c'est OpenToons, je crois, le logiciel de Ghibli. Et effectivement, c'est Eclipse Paint IX pour faire de l'animation, ouais. Ah oui, sur Clip, c'est ça, t'as juste une seconde en fait pour quand t'es dans la version complète de base. Enfin, quand t'es dans la version pro, quoi. Ok, ok, d'accord. Donc oui, c'est que t'as pas la version, c'est que t'as pas la version IX, ouais. Ok, je vois l'idée. Ok, ok. Donc bref. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Je pense que tu peux donc soit passer sur IX, sur Calypso Paint, soit bah, effectivement t'as des trucs comme OpenToons qui peuvent se permettre de faire des choses intéressantes. Après OpenToons, de ce que je me souviens, c'était pas ultra user-friendly par contre. Il me semble que je l'avais lancé au moment où ça avait été proposé. Il me semblait que c'était pas ultra facile de prise en main, mais ça s'est certainement amélioré déjà. Et puis il y a certainement eu des tutos qui ont été faits depuis dessus. Et après, donc, on a l'image de Dr. Namson. Je vois à quelle heure il est là, 15h17. Ouais, ok, je peux encore bosser dessus un tout petit peu. Bah là, le truc, c'est que on est sur un dessin, on a pas mal de choses qui sont suggérées. Et donc, du coup, pour en faire un modèle 3D après, c'est plus difficile, on va dire, si tu définis pas un peu mieux les formes. Donc là, on est sur un truc assez géométrique. On est sur des dessins, des traits qui sont assez direct. Et j'ai vu que tu faisais beaucoup ça, du coup, des dessins où il y avait pas mal de choses qui étaient balancées un peu, suggérées comme ça. Là, je crois que tu avais d'autres choses dans le dessin quotidien, je crois. Voilà, où tu postais des images comme ça, où tu avais un truc encore plus suggéré, là, du coup. Ah, ça laisse une très libre interprétation à un éventuel modeleur 3D. Mais du coup, là, vu que c'est toi qui veux faire le modèle, il y a un peu moins de problèmes. Parce que bah, du coup, tu vas pouvoir résoudre un petit peu ce qu'il y a entre les lignes, on va dire. Mais c'est vrai que pour moi, du coup, c'est pas forcément évident de savoir. Par exemple, là, j'ai l'impression, c'est là où du coup on est dans l'impression, et tu vas me dire si c'est ça ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un nez là, tu vois. Ça me donne cette impression-là. Et du coup, je sais pas si c'est le cas. Parce que du coup, ça irait pas jusque-là, parce que la ligne n'est pas coupée. Mais là, par contre, on a l'impression que l'œil est caché derrière quelque chose, donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a un nez là. Mais je peux pas en être vraiment sûr, il n'y a pas de contour. Et surtout, bah, comme je disais, ça s'arrête net à l'endroit du chapeau en fait. D'accord, là il n'y a pas de nez là du coup. Alors du coup, où est son deuxième œil et comment ça se fait qu'il n'est pas fini? Là en fait, il y a un truc bizarre, tu vois. Et c'est ça le problème de faire du suggéré, c'est qu'il faut vraiment être ultra précis pour pas donner des mauvaises informations.
Et étonnamment, c'est assez suggéré, mais par contre, t'as un trait qui est celui-là, là. Et je sais absolument pas ce que ce trait veut dire. Donc du coup, enfin, ouais, il y a plein de choses qui sont un peu confuses dans ce dessin. Parce que tu pousses pas le dessin jusqu'à essayer de le rendre le plus compréhensible possible. Encore une fois, c'est vraiment un dessin. Le dessin, c'est un outil de communication. Et je trouve que là, il y a des choses qui sont un peu contradictoires ou qui sont pas forcément très claires dans le truc. Donc là, j'imagine bien que ça, c'est sa narine, on est d'accord? Tac, ça, c'est sa deuxième narine, c'est ça? On voit pas vraiment la fin du nez, donc je sais pas exactement comment il se passe, peut-être comme ça, là. Ouais, du coup, là, on sait pas trop. Donc c'est sa deuxième narine, ok, donc c'est pas le bord du nez. Et donc après, pour l'œil, en fait, pour moi, là, il devrait y avoir un truc comme ça, là. On voit son sourcil qui arrive là, peut-être. Et après, là, on a son deuxième œil. Mais du coup, c'est pas vraiment ça que tu as voulu faire. Donc j'ai du mal à voir vraiment comment c'est. En fait, là, de ce que je vois, on est censé être en contre-plongée. Là, on aurait son crâne quelque part par là. Peut-être plus petit que ça. Crâne comme ça. Hop. Ouais, ses yeux, du coup, pour moi, si on est en contre-plongée, les yeux devraient être un peu penchés comme ça, en fait. On devrait avoir le deuxième œil quelque part par là, en fait. Alors, le pli pour le trait sous le chapeau. C'est un pli. D'accord, oui, mais le truc, c'est que enfin, t'as un dessin qui est tellement simple, là, en termes de nombre de traits, que c'est bizarre d'avoir un pli sous le chapeau. C'est pas un truc qui est suffisamment présent, le pli sous le chapeau, pour que tu fasses un trait, sur un gros trait bien épais comme là. Chaque trait que tu rajoutes, en fait, va donner des informations supplémentaires. Donc, surtout, encore plus dans un dessin comme celui-là. Ça, là, j'imagine que c'est un truc du genre Alors, ah oui, non, j'ai changé de couleur involontairement. Ça, c'est un peu la pommette qui est suggérée, c'est ça? Qui part comme ça, là. Donc j'imagine que c'est à partir de là, ça tourne en fait. Là, on a une face différente. Là, on a là, ce qui est devant et là, on a les côtés en gros. Et c'est pour ça que c'est pas si simple de faire du dessin simple. Parce que, bah, au final, le moindre trait qui est pas forcément au bon endroit, bah, ça indique ça donne des mauvaises informations. C'est un peu comme quand on essaye de faire des phrases simples. Si on met un mot qui est pas le bon mot, bah, du coup, ça peut apporter de la confusion plus qu'autre chose. Et après, du coup, il a un chapeau très haut. Ouais, il fait tout ça, le chapeau là. Toc. Donc c'est un chapeau qui est quand même très très haut. Donc on a une sorte de haute forme. Et après, bah là, il a des poils un peu là. Il en a un petit peu là, mais plus court visiblement. Et là, il a plus du tout de poils. Donc on a sur une sorte de... Enfin, j'ai du mal à voir, pareil, ce que c'est en termes de pilosité, ce que ça donne en fait son visage. Donc bah voilà, enfin tu peux faire du dessin très simplifié comme ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut vraiment faire gaffe à toutes les informations que tu donnes et à comment elles sont perçues. Là, ce qui pose vraiment le problème, c'est cet endroit-là, en fait, où c'est pas clair du tout ce qui se passe. Là, du coup, ce serait plutôt la pommette, j'imagine. Donc, elle devrait être un peu plus basse. Donc, encore une fois, on est en contre-plongée. Donc, ça doit tourner plutôt comme ça. C'est comme un cube en contre-plongée, en fait, t'as un truc un peu comme ça. Bah, là, en fait, les pommettes, c'est pareil, elles sont alignées comme ça, quoi. Les yeux, ils sont alignés comme ça, etc. Et peut-être qu'on n'était pas censé être de contre-plongée. Mais il y a trop d'indices qu'on est en contre-plongée pour que je comprenne vraiment bien le truc. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est le truc principal que je voudrais dire. Après le personnage, j'imagine qu'il y a une idée qui peut être cool en fait. Il peut avoir l'air chouette, mais techniquement ça fait le dessin est un peu confus. C'est le gros retour que je peux te faire quoi. Voilà. Donc ça va être tout pour cette semaine. On se retrouvera lundi prochain du coup pour le prochain stream. On travaillera sur une question supplémentaire qui a déjà été posée là
sur le Discord. Donc si vous avez des questions à poser ou des sujets que vous voudriez aborder, n'hésitez pas à les mettre sur le Discord, comme ça j'y réfléchis un petit peu avant le stream. N'oubliez pas du coup qu'en ce moment il y a une promo sur tout le site de l'artiste autodidacte, enfin pas sur tout le site de l'artiste autodidacte, sur les abonnements annuels. Je vous remontre hop, la promo en question. Tac. Donc là on a en particulier du coup sur les ateliers fondamentaux. Les ateliers fondamentaux donc là sont à moins 20% avec le cours qui va changer de nom bientôt là. Un an d'abonnement introduction sera un an d'abonnement fondamentaux. Et donc du coup il y aura ça à 152. Et donc pour toute l'année. Et en plus, ceux qui suivent les cours fondamentaux pendant l'année, là, et qui vont au même rythme que moi, c'est-à-dire bah, en janvier, le cours A, le cours de personnage A, de dessin A, pardon. En février, le cours de personnage B, A, pardon, et je suis désolé, je suis fatigué. En mars, le cours de peinture A. Et puis ainsi de suite, quoi. Voilà. Si vous les suivez en même temps que moi, je les retouche, et ben, vous aurez droit à des corrections qui vont être gratuites et qui seront via le Discord. Donc du coup, abonnez-vous sur le Discord, enfin, venez dans le Discord, et abonnez-vous sur le site, et on reparle de tout ça bah, quand vous serez abonné du coup, et à partir de janvier. Voilà, donc bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve bah, lundi prochain pour le stream, on se retrouve demain pour ceux qui sont abonnés et qui sont sur les cours avancés. Donc bah, d'ici là, dessinez bien, peignez bien, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!